à regarder après minuit. Salutations, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, une toute petite annonce. Je l'ai déjà dit en post communauté, je l'ai aussi dit sur Instagram, sur mon autre chaîne YouTube et sur Twitch, et je le dis ici, voilà, en vidéo, on n'est jamais trop prudent. Il y a une personne qui se fait passer pour moi sur Telegram ou Signal, je crois, enfin un des deux, peut-être même sur d'autres applications. Donc voilà, je remettrai un lien vers le post communauté, je sais pas si je peux faire ça, mais attention, ce n'est clairement pas moi, je ne demande pas d'argent via ce genre d'application, je n'ai pas besoin d'argent, Dieu merci. Sur le profil de cette personne, donc c'était écrit à regarder après minuit avec ma photo, la personne parle en privé avec des personnes, voilà, des abonnés, des personnes qui sont abonnées à ma chaîne, ou des personnes qui laissent des commentaires. Il y a des emails de certaines personnes qui me sont revenus avec cette information-là, donc voilà, je préviens, ce n'est absolument pas moi. Là où tu peux me trouver, c'est ici, sur mon autre chaîne YouTube, Twitch, sur Instagram aussi. Alors je te repartage mon compte Instagram, il est tout le temps en barre de description sous chacune de mes vidéos. Parfois, je parle avec des abonnés en privé sur Instagram. Ça peut m'arriver de liker vos trucs, surtout quand vous m'envoyez voilà, des vidéos marrantes, des reels drôles et tout, je vais les partager. Parfois, on me fait aussi des suggestions d'affaires pour Twitch, donc merci beaucoup aux personnes qui font ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Faites attention à vous, protégez-vous, faites attention qu'on vous demande pas des photos à walper. Je suis très très amoureuse de Justin Bridou. Je n'ai pas besoin de voir les parties génitales d'autres personnes. Et voilà, sur ce, on y va, sans plus tarder. Notre histoire d'aujourd'hui prend place à Largo, dans l'état de Floride. C'est la troisième plus grande ville du comté de Pinellas, qui regroupe notamment les villes de Tampa, Clearwater et Saint-Pétersbourg. Largo, c'est une ville où il fait plutôt bon vivre et qui s'est rapidement développée après la Seconde Guerre mondiale. Elle compte plus de 82 000 habitants aujourd'hui. La ville est un gruyère parsemé d'enclaves appartenant au comté, une curiosité géographique. On entre et on ressort de Largo d'une rue à l'autre. Le comté de Pinellas donne sur le golfe du Mexique. Il y fait plutôt chaud toute l'année, 12 degrés minimum, 30 degrés en moyenne l'été, des températures qui restent agréables. Pour passer ces après-midi d'été dans le coin, on a le choix entre magnifiques jardins botaniques, le Largo Central Park ou encore l'aquarium marin de Clearwater, juste un peu plus au nord. Le 21 mars 2023, une affaire s'apprête à bousculer la tranquillité de cette petite ville de Floride. Dans le cabinet de Largo où il travaille, un avocat disparaît soudainement en laissant derrière lui toutes ses affaires. En quelques jours seulement, l'enquête révélera une affaire des plus sordides. Personne n'aurait pu imaginer qu'une journée si banale, si normale, puisse virer à un tel cauchemar. Stephen Cozy est un homme de 41 ans, plutôt beau garçon. On pourrait penser que tout lui réussit. Il partage son quotidien avec son mari, Michael Montgomery, leur chat Saffron et leurs 2 chiens, dans le plus grand bonheur. Stephen et Michael se disent oui 3 ans plus tôt, en 2020, lors d'une belle cérémonie à Homosassa, au nord de Largo, le long de la côte floridienne. Au domicile du couple, les murs sont recouverts des photos du plus beau jour de leur vie. Une des histoires favorites de Michael, c'est leur 2e rendez-vous amoureux. Il devait rencontrer les parents de Steven ce jour-là, mais Steven a réussi à s'enfermer dehors après avoir oublié ses clés. Une anecdote trop cute. Quand ils ne sont pas ensemble, Steven laisse souvent des messages à Michael, il l'appelle régulièrement. En plus d'être drôle, gentil et intelligent, Steven sait se défendre si besoin, il représente la plus grande source de réconfort pour son mari. Et Michael l'avoue lui-même, Steven est bien plus courageux que lui. En plus de passer du temps avec son mari et leurs animaux et de courir des marathons à ses heures perdues, Steven mène une vie professionnelle admirable. Il fait ses études à l'université Stetson, où il valide son doctorat en droit en 2016. Il intègre ensuite le cabinet Blanchard Law comme avocat associé. Blanchard Law, c'est un cabinet d'aide juridique installé à Largo, au 1501 South Belcher Road, dans un lotissement partagé avec une clinique vétérinaire et aussi d'autres entreprises. La clientèle du cabinet se compose surtout de gens qui rencontrent des problèmes financiers, des dettes insurmontables, le harcèlement de créanciers, la banqueroute d'une entreprise, des litiges relevant du civil ou du droit des affaires, etc. Autant de situations qui peuvent être difficiles à gérer tout seul. Alors c'est déjà pas la joie quand on doit passer devant les tribunaux pour ça, et c'est là que les avocats de Blanchard Law entrent en action. Le cabinet se présente comme une entreprise bienveillante, humaine, qui donne des résultats. Ils mettent particulièrement l'accent sur les 3 principes les plus importants à leurs yeux: le respect, l'intégrité et l'empathie. Ces 3 mots en disent long sur les valeurs portées par Jake Blanchard, le fondateur. C'est une entreprise humaine au service de ses clients, le tout dans la bienveillance. L'entreprise tourne autour de 3 personnes: Jake Blanchard, le fondateur, Rebecca Walters, qui s'occupe de toute la gestion interne de l'entreprise, et Stephen Cozy. En tant qu'avocat associé, Steven se spécialise dans les cas de faillite, le règlement et les négociations autour des dettes et les litiges commerciaux et civils, si on se réfère à son profil LinkedIn.
Notre trio est accompagné d'autres avocats et professionnels pour suivre les dossiers. L'équipe est solide, ils s'entendent bien. Bien sûr, le travail n'est pas facile, ils font face à des situations difficiles parfois, des clients en détresse, des parties adverses mécontentes et des problèmes légaux parfois bien compliqués à démêler. C'est le quotidien de leur métier. Mais Steven, il aime profondément son travail, et ça se voit. Il se plie toujours en quatre pour venir en aide à ses clients avec professionnalisme et humanité. Et il le dit lui-même pendant son discours à la remise de son doctorat. Il faut être un humain d'abord et un avocat ensuite. En quelques années, Steven devient un atout essentiel au cabinet. Et depuis quelque temps, il travaille sur une affaire un peu tendue. Une employée de l'Institut de chirurgie plastique Lofer, dans la ville de Dundee, est poursuivie pour des erreurs de facturation. Elle s'occupe de la paperasse, de produire les factures, de transmettre les bons documents aux compagnies d'assurance pour que les clients se fassent rembourser, etc. Le problème, c'est qu'un des médecins avec lesquels elle travaille l'accuse d'avoir menti à des clients et d'avoir commis des erreurs de facturation. Elle aurait fait perdre de l'argent à ce médecin et elle aurait aussi terni sa réputation. L'établissement, l'Institut de chirurgie esthétique, est aussi mis en cause dans cette histoire. C'est le genre d'affaire que le cabinet a l'habitude de gérer. Steven représente donc cet employé, tandis qu'un de ses collègues se charge de représenter l'Institut. Leur objectif est de démêler le vrai du faux et de trouver un accord avec le plaignant pour qu'il accepte d'abandonner les poursuites. La lutte sera rude, mais Steven ne compte rien lâcher. Le mardi 21 mars 2023, il a d'ailleurs une réunion téléphonique à 10h30 à ce sujet pour faire avancer l'affaire. Il arrive au bureau un peu avant 9h, il prend le temps de lire quelques mails avant de préparer l'entretien, mais Steven ne se présentera jamais à ce rendez-vous. Steven, c'est un avocat professionnel, toujours à l'heure. Lorsqu'il arrive au bureau ce matin du 21 mars, c'est une journée comme une autre qui s'annonce pour lui. Il salue ses collègues, il discute un peu avec eux, et ensuite il va se mettre devant son ordinateur. Il répond à quelques mails en écoutant de la musique. Une quarantaine de minutes avant son rendez-vous, il s'éclipse aux toilettes. Il vaut mieux prendre ses précautions avant un rendez-vous important, mais l'heure du rendez-vous téléphonique arrive sans que Steven ne soit revenu à son poste. Son patron, Jake, s'inquiète de ne pas le voir réapparaître de sa pause, son téléphone et ses clés sont toujours sur son bureau et il n'a pas terminé le mail qui est ouvert sur son écran. Jake le cherche dans les bureaux, il s'est sûrement arrêté pour discuter avec un collègue, mais il ne le trouve pas. Il se rend jusqu'aux toilettes, et il ne le trouve pas non plus. Mais ce qu'il va découvrir est bien plus inquiétant. Il y a des taches de sang sur le mur de la cabine des toilettes, sur quelques surfaces, et aussi une forte odeur de détergent. Le rendez-vous de 10h30 commence sans Steven. Jake, paniqué par les taches trouvées dans les toilettes, ne perd pas de temps, il appelle le 911. Il envoie aussi un message pour prévenir Michael, le mari de Steven. Il sait peut-être quelque chose. Malheureusement, Michael ne sait pas non plus où Steven pourrait bien se trouver, et il comprend tout de suite que la situation est grave, c'est la panique. D'autant plus que la voiture de Steven est toujours sur le parking devant le cabinet. Des agents du département de police de Largo arrivent rapidement sur les lieux. Steven est peut-être un adulte, majeur et vacciné, il a le droit de disparaître s'il en a envie, mais on va considérer ça comme une disparition qui sera prise donc au sérieux. Les circonstances sont assez bizarres. Il est quand même parti de son lieu de travail sans prévenir personne, sans que personne ne le remarque, mais surtout sans son téléphone, sans son portefeuille, sans ses clés ou même sans sa voiture. Alors si t'es déjà allé aux États-Unis, tu sais que tout se fait en voiture, les courses, les promenades, aller au boulot, tout est tellement grand, on peut pas se déplacer sans véhicule, sauf si t'es dans une grande ville comme New York par exemple où il y a le métro. Même si Steven avait voulu rentrer chez lui à pied par exemple, comme ça d'un coup, ça aurait été impossible. Et puis il aurait au moins pris la peine d'éteindre la musique sur son téléphone avant de sortir se balader dans le quartier. Et il aurait surtout pris son téléphone portable. Mais ce qui fait définitivement pencher la balance vers un scénario beaucoup plus sérieux, c'est bien sûr le sang et l'odeur de produits ménagers dans les toilettes, dernier endroit où Steven s'est rendu avant de se volatiliser. Steven s'y rend vers 9h50 et il n'en revient jamais. Les agents de police font le tour des lieux, toutes les entrées et sorties du bâtiment se font par une seule même porte. Heureusement, une caméra de surveillance pointe directement dessus, enregistrant tous les passages. Puisque Steven est complètement introuvable dans le bâtiment, les policiers se concentrent sur les enregistrements de cette caméra. On y voit Steven arriver au bureau à 8h37, comme indiqué par son patron. Il est habillé d'un sweat rouge bien voyant, mais on ne le voit effectivement pas ressortir du bâtiment. Et après l'arrivée des agents de police sur les lieux, il lui aurait été difficile de disparaître sous leurs yeux alors que tout le monde le cherche. Est-ce qu'il serait encore à l'intérieur? Les agents n'y croient pas. Si Steven n'est pas vu en train de sortir de lui-même du bâtiment, d'autres éléments apparaissent dans les enregistrements. Un peu après 10h, on voit quelqu'un sortir des locaux en poussant un chariot assez lourd qu'il chargera plus tard dans son pick-up
avant de repartir. Le comportement de cet individu non identifié interroge. Ça ne ressemble pas au coursier lambda venu récupérer une livraison. Les enquêteurs n'ont plus qu'à se pencher sur cette piste, la première qu'ils ont, et la seule à vrai dire. Pendant ce temps, les proches de Steven sont plongés dans l'angoisse la plus totale. Les jours passent sans nouvelles de lui. Sa mère, Lois, déclare aux médias locaux: Nous sommes terriblement inquiets et sonnés par la disparition de Steven. Des proches relaient même un appel à témoins sur les réseaux sociaux pour soutenir les efforts du département de police de Largo et inciter des potentiels témoins à se manifester. Officiellement, la disparition de l'avocat est bien survenue dans des circonstances inquiétantes. L'enquête est lancée. Revenons donc à l'individu qu'on voit sur la caméra de surveillance de l'entrée du bâtiment en train de charger quelque chose dans son pick-up. Ça pourrait être une coïncidence, un coursier un peu bizarre, une connaissance de quelqu'un qui travaille là, mais les coïncidences dans ce genre de situation, c'est très rare. Les enquêteurs captent tout de suite que quelque chose ne tourne pas rond avec ce pick-up. La caméra de surveillance nous permet d'avoir un déroulé très précis de ce qui se passe devant le bâtiment où Steven travaille. À 8h32 exactement, un pick-up Toyota Tundra de couleur grise se gare sur le parking. Le conducteur qui en sort est un homme blanc, il porte des gants de couleur sombre, il s'équipe d'un gros sac à dos et de ce qui ressemble à une grande boîte. Ensuite, il entre dans le bâtiment. Jusque-là, on peut encore penser qu'il s'agit de quelqu'un qui travaille ici, d'un visiteur ou bien d'un client. L'homme ressort à 10h22, presque 2 heures après être entré. Ses vêtements sont différents, il s'est changé entre-temps, mais il est reconnaissable par le sac à dos qu'il porte, c'est le même que quand il entre dans le bâtiment. Il tire une espèce de chariot derrière lui, un chariot qui semble peser assez lourd. En général, les vidéos de caméra surveillance sont loin d'être une qualité 4K, mais on voit malgré tout qu'il galère à amener son bagage jusqu'à son véhicule. D'ailleurs, une fois arrivé à destination, l'individu laisse le chariot au sol et il s'enferme pendant une bonne demi-heure dans son pick-up. Une demi-heure pendant laquelle il reste à l'arrêt sur le parking. L'individu ressort vers 11h, il déplace le chariot puis il se résout à le hisser à l'arrière du pick-up. Même si c'est lourd, bon, il n'a pas trop le choix visiblement. Et là encore, il a l'air de galérer, mais il arrive à placer le chariot dans le coffre ouvert, enfin l'arrière du pick-up, et il remonte au volant et il quitte enfin le parking. Le timing de cet individu qui entre, qui sort, ni vu ni connu, match un peu trop avec notre disparition. Le conducteur du pick-up entre dans le bâtiment à 8h32, quelques minutes avant Steven. Pour rappel, Steven arrive au bureau à 8h37 ce jour-là. Steven se rend aux toilettes vers 9h50 et il disparaît sans laisser de traces. Une demi-heure passe et l'individu suspect ressort avec son chariot. À part la caméra de surveillance, personne ne se souvient avoir vu cet étrange homme passer. Il faut absolument l'identifier pour vérifier s'il a un lien avec la disparition de Steven. Et pour ça, les enquêteurs s'appuient entièrement sur la piste du pick-up, le Toyota Tundra. Le trajet du véhicule est lentement remonté à partir de son départ du parking du cabinet d'avocat. À 11h51, le véhicule passe devant une caméra de surveillance routière en direction de Tarpon Springs. C'est à une bonne quarantaine de minutes au nord de Largo. À l'arrière, on peut voir le même chariot que sur le parking, chariot qui semble recouvert d'une couverture ou d'un sac de couleur rouge. La couleur n'est pas visible sur la caméra du parking du cabinet, mais elle l'est sur celle-ci. La plaque d'immatriculation est révélée et la police peut maintenant remonter jusqu'au propriétaire. 2 jours après la disparition de Steven, donc le 23 mars, les autorités obtiennent un mandat de perquisition et ils se rendent au 511 Seaview Drive à Tarpon Springs, la destination vers laquelle se rendait le pick-up le jour de la disparition de Steven. La propriété, c'est une grande maison luxueuse d'un blanc immaculé et c'est plus de 2000 mètres carrés de terrain surplombe le bras de mer de Saint-Joseph qui se jette dans le golfe du Mexique. Un ponton privé permet d'amarrer une petite barque. La valeur de cette sublime résidence est estimée à près d'1,5 million de dollars. Sur les lieux, les enquêteurs retrouvent bien le pick-up Toyota Tundra gris, tranquillement garé dans le garage. Cette maison appartient à un certain Thomas Kozowski. L'homme de 44 ans gagne sa vie comme chirurgien esthétique et il la gagne très bien quand on voit le palace où monsieur habite. Petit problème, le pick-up n'est pas enregistré au nom du médecin. La plaque d'immatriculation n'est pas valide non plus d'ailleurs. En tout cas, elle ne correspond pas à ce véhicule. Et ça fait tilt dans la tête des enquêteurs lorsqu'ils remarquent que le pick-up est équipé d'un dispositif permettant de changer la plaque avec un simple bouton. Un dispositif qui bien sûr est illégal dans l'état de Floride. Moi, je crois même d'ailleurs partout. Dans le garage, les policiers retrouvent d'ailleurs une belle collection de plaques d'immatriculation différentes, dont une qui appartenait même à une personne décédée. Une petite recherche dans les dossiers permet également de confirmer que Thomas a bien acheté ce pick-up. La transaction a lieu en octobre 2022, et il paye les 26 000 $ en espèces et il oublie
oublie, de mettre le véhicule à son nom. Heureusement, le vendeur avait bien fait enregistrer la vente auprès de l'État de Floride. Pas de chance pour Dr Thomas. Les enquêteurs continuent leur fouille et ils sont accompagnés d'experts qui vont analyser le pick-up. Ils cherchent n'importe quel indice pouvant relier le véhicule à Steven, traces de sang, ADN, cheveux, etc. Et très vite, ils remarquent des traces de sang sur le sol du plateau arrière, sur le repose-tête côté conducteur, sur le bord du plancher de la voiture et aussi sur le sol du garage. Plus incriminant, tu meurs. Mais qu'est-ce qui peut bien relier ce quarantenaire très riche à la disparition de l'avocat Stephen Cozy? Un petit retour en arrière s'impose. Thomas Roman Kozowski, surnommé le Dr K, naît en Pologne le 1er août 1979. On a peu d'informations sur son enfance, si ce n'est qu'il émigre aux États-Unis à un moment donné et qu'il obtient la nationalité américaine. Après le lycée, il se lance dans des études de médecine à l'université de Dartmouth, une université d'élite réputée dans le monde entier. Dartmouth fait partie notamment des 8 universités privées de la très prestigieuse Ivy League, avec Yale, Harvard et Columbia, entre autres. Thomas s'en sort diplômé d'un doctorat en 2007. Il se spécialise pendant près de 8 ans dans la reconstruction mammaire et ça deviendra son activité principale. On dit de lui qu'il s'est fait lui-même après être arrivé sans rien aux États-Unis, l'image même du self-made man américain. Un étudiant brillant et un chirurgien extraordinaire à la fois. En tant que chirurgien, il travaille dans plusieurs cliniques privées floridiennes, le Silhouette, je sais pas comment on dit, Plastic Surgery, à Miami, une clinique à Tampa, puis il intègre l'Institut de chirurgie plastique, Lofer, à Dunedin, le 6 septembre 2016. Il décide de quitter cet établissement en 2018 pour ouvrir son propre cabinet. Il poste régulièrement des contenus en rapport avec son métier et ses accomplissements sur Instagram, où il est suivi par presque 10 000 personnes. Côté vie privée, rien à dire de particulier, Thomas est un homme plutôt sympathique, intelligent et discret. Et tu te souviens forcément de l'affaire dont je te parlais au début de cette vidéo, celle sur laquelle Steven travaille au moment de sa disparition. Le cabinet d'avocats Blanc-Charlot accompagne l'Institut Lofer et une gestionnaire de facturation qui y travaille, poursuivie par un ancien médecin de l'Institut. Et ce médecin, il s'agit bien sûr de notre fameux Thomas Kozowski, le Dr K. Dans cette affaire, Steven défend les intérêts de l'établissement, tandis qu'un de ses collègues, Jake Pillsbury, un autre Jake, pas le patron, se charge de l'assistante administrative. La plainte est déposée début mai 2019. Thomas accuse l'employé de ne pas avoir fait des demandes de paiement et d'avoir menti à ses patients. Et par sa négligence, elle aurait donc terriblement terni la réputation du chirurgien. Résultat, une perte d'argent à hauteur de plus de 15 000 $, c'est ce qui est indiqué dans le dépôt de plainte, et des commentaires négatifs en ligne qui, comme tu peux l'imaginer, peuvent détruire une réputation. Un patient très énervé serait même venu confronter face à face le Dr K et l'aurait traité de boucher. Et cette mauvaise presse ferait toujours perdre au Dr K plus de 50 000 $ par mois. Jake, le collègue qui est aussi sur le dossier, n'est pas habitué au droit des affaires, mais on a besoin de lui pour remplacer l'autre avocat qui travaillait sur le dossier avec Steven. Jake est briefé par Steven sur ce genre de procédure qui est en vérité plutôt classique. Plainte déposée en mai 2019, on a une première décision de justice en décembre mettant en cause l'employé. Mais le cabinet est là pour l'accompagner, faire annuler ce précédent jugement et trouver un accord avec le plaignant. Le plaignant, donc le Dr K, se représente lui-même, il n'est pas accompagné d'un avocat. Et comme les événements ne vont pas dans son sens, il bloque le processus, il essaie d'intimider la partie adverse et il fait tourner tout le monde en bourrique. Pour Jake, c'est de la mauvaise volonté. Thomas est particulièrement antipathique et agressif même pendant leurs échanges. Steven, lui, fait preuve d'une extrême patience, la patience de Gandhi, selon Jake. En plus de se comporter comme un enfoiré, le Dr K, au sourire charmeur, sur Instagram, tente même de faire retirer Steven du dossier. Fin décembre 2022, il dépose une requête pour évincer Steven. Il accuse l'avocat d'avoir manqué au principe de sa profession, mais également d'avoir menti et de ne pas lui avoir transmis certains des documents qu'il a demandés. Il écrit « L'obstruction de M. Cozy quant à l'accès du plaignant aux preuves est illégale et constitue l'une des principales raisons pour lesquelles ce procès en est maintenant à sa 4e année. » Cette tentative de discréditer l'avocat de la défense ne fonctionne pas. Au contraire, Steven répond calmement que Thomas ne comprend rien aux procédures, c'est pas un avocat, il demande en boucle des documents qu'il a déjà obtenus ou des documents qui n'existent pas ou même des documents auxquels il n'a pas le droit d'avoir accès. Bon, du coup, c'est là qu'il aurait gagné à embaucher un avocat plutôt que d'essayer de tout faire lui-même. Le 26 janvier 2023, Thomas se rend au cabinet Blanc-Charlot pour une entrevue prévue avec les 2 avocats de la défense. Et au cabinet, on ne s'attend pas à ce que tout se passe bien, mais la situation dégénère au-delà de leurs prévisions. Le chirurgien se déchaîne pendant près de 3 heures sur l'employé qu'il poursuit en justice. Il balaie agressivement la moindre objection, ce qui n'est pas très constructif. Ensuite, alors qu'ils font une pause et que Steven se trouve
aux toilettes, Thomas le rejoint pour le confronter. D'après Jake, Thomas aurait seulement haussé le ton, il l'aurait traité d'ordure ou de salaud, mais sans en venir aux mains. En tout cas, Steven n'a pas rapporté d'agression autre que verbale. Cette altercation rappelle fortement les conditions de la disparition de l'avocat à peine 3 mois plus tard. Entre-temps, en février 2023, la décision de justice contre l'employé est annulée. Cette déconvenue pour le plaignant ajoute de l'huile sur le feu. Alors quand on leur demande si Steven avait des ennemis, Jake, son patron, évoque tout de suite Thomas Kozowski. À part lui, qui aurait pu en vouloir à un avocat aussi apprécié, aussi humain et d'une patience d'ange? Maintenant, il faut pouvoir placer le suspect sur les lieux. Le jour de la disparition de Steven, on se souvient qu'ils avaient rendez-vous à 10h30 pour faire le point sur le dossier, mais par téléphone. Thomas n'avait aucune raison de venir sur place d'ailleurs ce jour-là, il se présente bien au rendez-vous téléphonique, contrairement à Steven. D'après l'enquête de la police, la présence de Thomas au cabinet d'avocat ce jour-là fait finalement assez peu de doute. L'homme qui apparaît sur la vidéo de surveillance n'est pas directement reconnaissable, mais la silhouette et la corpulence correspondent. Mais ce sont surtout ces données téléphoniques qui vont jouer contre le suspect. En les consultant, les enquêteurs s'aperçoivent que l'iPhone de Thomas se connecte à une antenne téléphonique juste à côté du cabinet Blanc-Charlot le 21 mars 2023, alors qu'on le rappelle, il n'avait rien à faire sur place, l'entretien devait avoir lieu à distance. Thomas était donc très certainement sur le parking ce matin-là. Et si tu as bien suivi, le timing des déplacements de l'individu filmé sur le parking colle aussi parfaitement. Le conducteur du Toyota Tundra arrive un peu avant Steven, il sort du bâtiment à 10h22 avec son chariot suspect, il laisse le chariot à côté de son véhicule dans lequel il remonte et reste pendant un moment. On voit pas ce qu'il fabrique, mais en parallèle, Thomas rejoint le rendez-vous téléphonique à 10h28, avant de raccrocher à 11h04. Son iPhone reste connecté à la même tour pendant toute la durée de cet appel, ce qui prouve bien qu'il n'a pas bougé du parking. À la fin de l'appel, il éteint carrément son téléphone. À 11h05, à peine le rendez-vous terminé, l'individu sur la vidéo sort pour charger le chariot à l'arrière du pick-up et il quitte les lieux. Tu seras d'accord avec moi, ça fait quand même un petit peu trop de coïncidences. Parlons maintenant des analyses des taches de sang dans les toilettes du cabinet d'avocat. Ça correspond bien avec l'ADN de Steven. Mais ça, c'est que la partie visible de l'iceberg. En analysant les lieux avec du luminol, le fameux spray qui permet de dévoiler taches de sang, même passées à la javel, on retrouve du sang sur des serviettes en papier, dans les tuyaux d'évacuation des lavabos, ainsi qu'une grande quantité sur le sol. Le tueur a fait ce qu'il a pu pour effacer les preuves en nettoyant derrière lui, mais quelques coups de détergent ne suffisent pas. Avec ces découvertes, l'espoir de retrouver Steven vivant s'effondre. Et plus important encore, une empreinte digitale de Thomas est retrouvée sur les lieux, pas dans les toilettes, où il aurait pu se rendre précédemment et laisser une empreinte sur une surface mal nettoyée, mais dans la salle où se trouvent les disjoncteurs du bâtiment, dans un local technique interdit d'accès au public, bien que, dans les faits, le verrou du local avait été enlevé et tout le monde pouvait entrer. À ce propos d'ailleurs, une employée de la clinique vétérinaire voisine révélera plus tard qu'elle s'est rendue dans ce local le 14 mars, soit une semaine avant la disparition de Steven. Elle y croise un homme caché derrière la porte, dans la pièce, plongé dans le noir. Devant l'étonnement de l'employé, il lui explique qu'il est là pour un problème de plomb qui aurait sauté ou un truc du genre avant de repartir. Mais il était bizarre cet homme. Il portait un jean, un t-shirt large, un masque chirurgical, pas vraiment la dégaine de gens qui travaillent dans le bâtiment ou la dégaine d'un électricien. L'individu serait parti à bord d'un pick-up Toyota Tundra équipé d'une plaque d'immatriculation du New Jersey. Avant son départ, l'employé du cabinet vétérinaire découvre un chariot pliable de couleur bleue dans le local, chariot qui n'a rien à faire là et qui sera déplacé ensuite, voire peut-être même jeté à la poubelle. À en croire cette femme, le docteur Kay n'en était pas à sa première tentative d'assassinat. Il a été pris en flagrant délit. Le sang trouvé dans le garage de la résidence du 511 Seaview Drive et dans le pick-up est analysé. Il appartient bien à Steven Cozy. Malheureusement, avec ces découvertes, la police n'a plus d'espoir de retrouver l'avocat en vie. Sur le sol du garage, l'ADN de Steven est mélangé avec celui de Thomas. Le reste de la résidence est également passé au peigne fin. Il y a du sang appartenant à Steven dans le coffre d'un autre véhicule, une Toyota Corolla de couleur rouge. On sent le fan de Toyota. Les policiers vont aussi retrouver deux collections. Une collection de guitares vintage et une autre, très américaine, de près de 200 armes à feu. L'ensemble est estimé à des dizaines de milliers de dollars. Rien que la revente aurait remboursé les pertes causées par la gestionnaire de facturation de l'Institut de chirurgie. Les éléments qui constituent maintenant le dossier sont plus que suffisants pour les enquêteurs. Le 25 mars, 4 jours après la disparition de Steven, la police de Tarpon Springs arrête le docteur Thomas Kozowski alors qu'il est à bord
de sa Toyota Corolla. Il procède tout de suite à une fouille du véhicule et il trouve encore de nouveaux éléments que le rapport de police cite en détail. En plus de ses équipements Apple, iPhone, iPad, MacBook, la totale, des objets normaux qu'on peut s'attendre en réalité à trouver dans la voiture de n'importe qui, il trouve une veste avec inscrit EMS dessus. EMS, c'est les services d'urgence aux États-Unis. Je crois que c'est même les ambulances. Mais cette veste est couverte de sang. On trouve des fibres rouges dessus, fibres qui pourraient autant provenir du sweat que Kevin porte au moment de sa disparition que du chariot qui aurait été utilisé pour probablement transporter son corps. Les enquêteurs trouvent aussi un sac qui contient des masques, dont un masque de Guy Fawkes, le très célèbre visage repris par les Anonymous. On trouve aussi un taser, un poing américain et du ruban adhésif. Une fiole de sédatifs pour intraveineuse avec ce qu'il fallait de seringues pour les administrer se trouve sur le sol, côté passager. On trouve aussi 4 armes à feu, 280 000 $ en espèces, un traceur GPS et des écussons de plusieurs services de police. Même s'il était du genre à faire de la chirurgie en zone de guerre pendant son temps libre, tous ces objets mis ensemble font froid dans le dos. Quant à son historique de recherche en ligne, il révèle que Thomas s'est renseigné sur la succinylocholine, je te l'écris à l'écran, un sédatif qu'il avait en sa possession, et donc sur les effets. Il se renseigne aussi sur les effets en fonction du dosage administré. Il y a des études en médecine pendant des années, mais ça fait des recherches Google. Et le corps, dans tout ça, où est-ce qu'il se trouve? En suivant les éléments rassemblés jusque-là, on est à peu près certain que Steven est mort le jour même de sa disparition. Mais les enquêteurs n'ont pas encore retrouvé son corps. À nouveau, ce sont les relevés téléphoniques de Thomas qui vont révéler des informations intéressantes sur les allées et venues du Dr. K. Le 21 mars, à 16h58, il est vu quittant sa propriété à bord de sa Toyota Corolla. Il aurait donc probablement transvasé le corps d'un véhicule à l'autre dans la matinée, ce qui explique le sang dans le garage et dans les 2 véhicules. Il rejoint ensuite le Tamiami Trail, une route bien plus au sud de la péninsule qui relie Tampa à Miami, d'où son nom. Cette route longue de 425 km coupe à travers le parc national des Everglades, 3e plus grand parc national des États-Unis après la vallée de la mort et Yellowstone. Les relevés téléphoniques du Dr. K indiquent qu'il s'arrête quelques minutes au niveau de la Monroe Station. C'est une ancienne station essence historique définitivement fermée depuis 2007 et de laquelle partent de nombreux chemins de randonnée. Un coin apparemment très sympa à proximité du terrain de camping de la réserve nationale de Midway. On y trouve aujourd'hui un petit parking, des toilettes publiques et de quoi jeter ses ordures pour les randonneurs de passage. Nous sommes à près de 4 heures de route de Largo. Le véhicule ne s'attarde pas longtemps et repart en direction de Miami. Thomas aurait simplement eu une envie pressante sur la route, il a fait tout ce trajet. Pourquoi surtout? Les enquêteurs se rendent à la Monroe Station fin mars. Ils ne trouvent rien en particulier sur les lieux, mais ils ont avec eux un chien renifleur de cadavres qui, lui, s'arrête devant les bennes à ordures. Il sent quelque chose. Le problème, c'est que les bennes ont été vidées le 23 mars, donc avant leur arrivée. Il contacte aussitôt les services de la décharge du comté de Collier où sont envoyées les ordures de la Monroe Station. Les éboueurs qui étaient chargés de vider les bennes ce jour-là sont interrogés. L'un d'eux témoigne qu'effectivement, lorsqu'ils sont venus vider les conteneurs, une odeur horrible s'en dégageait. Pas du tout le genre d'odeur que les déchets des randonneurs habituels laissent derrière eux. Une vidéo du fameux moment où le conteneur est vidé dans le camion poubelle confirme que parmi les déchets se trouvait un grand sac poubelle contenant un objet lourd et long. La forme, le poids, la manière de tomber dans le camion poubelle, tous ces éléments laissent sérieusement à penser qu'il s'agit bien d'un corps humain et non d'une vieille tente cassée ou autre résidu de camping. Mais les déchets récupérés ce jour-là ont été immédiatement envoyés à la décharge à 80 km de là pour y être compactés. Mais ça sent pas bon pour l'enquête, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. 8 jours plus tard, le département de police de Largo demande l'aide de leurs collègues de Tarpon Springs, du comté de Pinellas et du bureau du procureur du comté de Pinellas Pasco pour une vaste opération de recherche. Ils veulent tenter de retrouver le corps de Steven, quitte à passer plusieurs jours les pieds dans la décharge. Et ce sera malheureusement un échec. Pour information, d'après les employés du site, les ordures sont compactées à 1/3 de leur taille d'origine. Ça rend la probabilité d'y retrouver quoi que ce soit quasiment impossible, même avec des chiens renifleurs, tout le matériel et toute la bonne volonté du monde. Et malgré cet échec dans les recherches, les enquêteurs sont certains que Thomas ne s'est pas arrêté en plein milieu de cette route des Everglades par hasard. Les voisins du docteur disent qu'il se rendait fréquemment à Miami pour le travail, mais le timing colle beaucoup trop
avec les preuves rassemblées jusqu'ici. D'autant que ces données téléphoniques le placent à nouveau sur les lieux, le 23 mars, le jour de passage des éboueurs. Thomas aurait donc fait un nouvel aller-retour de 2 heures depuis Miami, où il séjournait depuis 2 jours, pour se rendre dans ce coin perdu et n'y rester que très peu de temps. Il est possible que c'était surtout pour vérifier que le corps avait bien été embarqué, direction la décharge. Thomas continue de nier toute implication dans la disparition de Steven, mais avec tous ces éléments, les enquêteurs dessinent le déroulé le plus probable des événements. En 2019, le Dr Kay quitte l'Institut Laufer après quelques années à avoir travaillé là-bas. Le départ se passe dans de mauvais termes, et en effet, quelques mois plus tard, il dépose une plainte à l'encontre de la gestionnaire de facturation et de l'Institut. Le 11 décembre, la Cour estime que l'employé est en tort, mais l'employé fait appel de cette décision en novembre 2022, ce qui fait traîner l'affaire. Blanchard-Lowe, le cabinet en charge de la défense, ne rend pas la tâche facile au docteur, surtout l'avocat qui défend l'employé, un certain Steven Cozy. Les échanges sont tendus, Thomas s'énerve à chacun de leurs entretiens. En décembre 2022, il demande à ce que l'avocat soit enlevé de l'affaire, mais sa demande n'est pas entendue par la justice. Il n'en peut plus de devoir se coltiner une telle ordure. En janvier, lors d'une entrevue dans les locaux de Blanchard-Lowe, il prend l'avocat à partie dans les toilettes pour l'intimider. L'échange est houleux, mais on en reste à quelques insultes. Sauf que c'est son argent qui est en jeu dans cette affaire. Son argent et surtout sa réputation, ternie par la mauvaise presse causée par l'employé de l'Institut, et aussi son ego parce que rien ne va dans son sens. Un nouveau coup de massue lui tombe dessus quand le jugement à l'encontre de l'employé est annulé le 10 février 2023. Tout ce qu'il avait obtenu jusqu'ici réduit à néant, et tout ça à cause de cet avocat. Thomas est furieux. Comme la justice ne va pas dans son sens, il va devoir trouver une autre solution pour se débarrasser de Steven qui le gêne tellement depuis le départ. Le Dr Kay se lance dans un projet des plus macabres. Il achète 2 chariots pliables sur Amazon, un rouge et un bleu, chose que les enquêteurs apprennent en découvrant son historique d'achat. Thomas récupère du matériel de son travail, un produit paralysant, des gants, des ciseaux chirurgicaux. Il rassemble également d'autres objets issus de sa collection personnelle, des poings américains, un pistolet électrique, des masques pour cacher son visage, des sacs poubelles. Le 14 mars, le docteur se rend au cabinet d'avocat où il s'introduit en toute discrétion avec son chariot bleu. Est-ce qu'il avait l'intention de passer à l'acte à ce moment-là, ou est-ce qu'il s'agissait d'un repérage des lieux? Difficile à dire, mais ses projets sont interrompus quand une employée du bâtiment le découvre dans le local technique où il se cache. Il se fait alors passer pour un technicien venu réparer une panne et il quitte les lieux. Avance rapide quelques jours plus tard, au 21 mars, Thomas a rendez-vous à distance avec les avocats du cabinet Blanchard-Lowe. Mais au lieu de suivre l'appel depuis chez lui ou depuis son adresse professionnelle, il prend sa voiture tôt dans la matinée et il se rend devant le cabinet d'avocats où il entre discrètement à 8h32 avec son chariot rouge et son kit du tueur dans son sac à dos. Sans se faire remarquer, il se cache un moment, probablement dans le même local technique où il avait dû abandonner son chariot bleu pendant sa première tentative ou son repérage des lieux. Vers 9h30, Steven interrompt la rédaction d'un mail pour se rendre aux toilettes. Thomas le surprend à ce moment-là. On ne sait pas s'il est parvenu à lui injecter le paralysant, s'il se contente de le frapper ou même de le poignarder avec un couteau ramené pour l'occasion. En l'absence de corps, on ne connaîtra jamais les détails, surtout si Thomas décide de garder le silence. En tout cas, l'attaque est suffisamment rapide et silencieuse pour ne pas alerter qui que ce soit dans le bâtiment et suffisamment violente pour laisser des taches de sang un peu partout. Après avoir assassiné l'avocat, Thomas place son corps dans le chariot et il prend le temps de faire un bon coup de ménage pour effacer ses traces. Il se change, le sang, ça salit. Il ressort du bâtiment à 10h22, entraînant difficilement son chargement morbide sur le parking. Là, il prend un peu le temps de réfléchir. Un cadavre, c'est lourd, et son rendez-vous téléphonique va commencer dans peu de temps. Il décide de laisser le chariot dehors, le temps de l'appel. Il s'installe dans son véhicule, il décroche le téléphone pour son entretien, prévu avec le cabinet d'avocats, dans le plus grand des calmes. Le rendez-vous fini, le Dr Kay ressort de son pick-up pour hisser le chariot à l'arrière de son pick-up. Là, il coupe son téléphone pour que son trajet ne soit pas retracé, mais bon, c'est trop tard. Il peut enfin rentrer chez lui, dans sa superbe résidence du 511 Seaview Drive. Au calme, dans son garage, il reconditionne le corps pour qu'il soit plus facile à transporter. Il le place dans de nouveaux sacs poubelles qu'il charge dans son autre voiture, la Toyota Corolla, pour brouiller peut-être aussi un peu les pistes. Il quitte sa résidence un peu avant 17h pour rejoindre l'autoroute 41 au sud de la péninsule de Floride. Il s'arrête à la Monroe Station, un endroit tranquille et quasiment désert à ce moment-là. Il balance les sacs poubelles dans la benne à ordures et il repart en direction de Miami. Par acquis de conscience, il repassera toutefois à la Monroe Station le 23 mars, 2 jours plus tard, pour s'assurer que la benne a bien été vidée et que le corps n'a pas été récupéré par les forces de l'ordre. Et c'était sans compter que 2 jours plus tard, juste le temps nécessaire pour rassembler des preuves suffisantes, la police
l'arrête. Tomasz Kozłowski est arrêté le 25 mars, il est officiellement inculpé le 27 pour meurtre au premier degré, donc avec préméditation. La nouvelle fait l'effet d'une bombe dans son petit quartier huppé, ses voisins ne l'imaginent pas capable d'un acte aussi horrible. Mais le sang de Steven retrouvé dans les toilettes du cabinet Blanc-Charlot et dans la voiture et le garage de Thomas, l'ADN de Thomas présent sur la supposée scène de crime, les images de vidéosurveillance et ses déplacements ne laissent pas de place au doute. Le bureau du procureur de l'État de Pinellas Pasco demande son maintien en détention sans caution. Le prévenu représente un danger pour la société. Le 28 avril, l'État de Floride requiert la peine de mort. Si au moins Thomas avait été pris de remords et s'il avait avoué les faits. Mais non, le chirurgien nie fermement tous les faits qui lui sont reprochés. Il plaide non coupable. Son avocat, parce que cette fois-ci il a l'intelligence de se faire représenter par un avocat, Bjorn Brunvand, affirme que le dossier est bancal et trop fragile. Je ne sais pas s'il a le même dossier. Son client n'est pas une menace pour la société, dit-il, il ne tentera pas de s'échapper s'il est libéré sous caution. Mais ça prend pas, et Thomas est maintenu derrière les barreaux. De leur côté, les proches de Steven sont un peu soulagés de cette arrestation. Jake, le collègue de Steven, celui qui était sur le même dossier que lui, sentait bien que quelque chose clochait chez Thomas. J'ai représenté quelques personnes accusées de faits horribles, dit-il. Je suis devenu plutôt bon quand il s'agit d'identifier des personnes dangereuses. Et j'ai été gêné par cet homme assez rapidement. Jake avoue quand même qu'il aurait été incapable de prévoir un dénouement aussi tragique. Toute la communauté des professionnels du droit de la baie de Tampa sera ébranlée par cette attaque qui coûte la vie à l'un des leurs. Malgré un début de réponse sur ce qui s'est réellement passé, le mari de Steven reste dévasté par la perte de l'homme de sa vie. C'est d'autant plus triste qu'ils ne sont pas parvenus à retrouver le corps. Mon cœur est brisé, dit-il, il tient en place avec du scotch. Il postera par la suite un message disant qu'il a dispersé les cendres de Steven, et pour lui rendre hommage, il conseillera aux gens de simplement aider quelqu'un. Un conseil à l'image de Steven qui a consacré sa carrière et sa vie à aider les autres. La famille de Steven portera plainte pour négligence contre la société M.H. Belcher qui loue les locaux au cabinet d'avocats Blanc-Charlot. Pour l'avocat Steven Barnes, qui les représente pour cette plainte, il s'agit surtout d'un crime d'opportunité. Que vous possédiez une maison, une entreprise ou même un restaurant, vous ne pouvez pas laisser à des gens l'opportunité de rentrer sur votre propriété et de perpétrer ce genre de choses, dit-il. On remet notamment en question la sécurité du bâtiment dans lequel Thomas s'était déjà introduit une semaine avant le drame, et puis le jour du drame, le 21 mars. Le premier incident aurait dû inciter les propriétaires des locaux à prendre des mesures pour éviter que ça se reproduise. Mais le local est resté ouvert, sans verrouillage ni surveillance. Un an après la disparition tragique de Steven, un accord à l'amiable est trouvé avec la société M.H. Belcher. Michael, le mari de Steven, recevra $1 million d'indemnisation, le maximum prévu par l'assurance du bailleur. Cette décision représente un début de conclusion pour la famille qui ne voulait pas non plus détruire complètement la société. Et pour conclure, malheureusement, le procès du Dr K devait se tenir début 2024, mais le dossier n'était pas tout à fait prêt, et pour les deux parties, la date a donc été reportée au 19 mai 2025. J'essaierai de te mettre une update en barre de description, si j'oublie pas, parce que 2025, ça fait un peu loin d'aujourd'hui quand même. C'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci aux personnes qui sont abonnées. Merci aux personnes qui prennent le temps de mettre un like, un commentaire, qui partagent. Et voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.